Bonjour à tous, je suis Sarah, énergéticienne. Je propose des soins énergétiques, des massages et des méditations. Et je suis allée à la rencontre de Bénédicte Dion, psychologue, pour avoir son point de vue du bien-être au travail. Alors, bonjour à toi Bénédicte. Je Bonjour. t'invite aujourd'hui, justement, le temps d'une rencontre pour discuter du bien-être. Alors, je ne vais pas te présenter, je préfère toujours que ce soit les personnes qui se présentent au niveau de ton métier. Et je fais appel à toi, du coup, surtout sur le bien-être professionnel. Alors, dis-nous ce que tu fais. Bonjour Sarah. Alors moi j'ai deux métiers. Je suis en entreprise. Avant j'étais responsable de la fonction ressources humaines dans une entreprise. Et puis depuis quelques mois je suis dédiée maintenant sur la qualité de vie et des conditions de travail des salariés. Ça, c'est ma première activité professionnelle à mi-temps. Et l'autre mi-temps, je le dédie à une activité en tant que psychologue dans un cabinet libéral. Surtout orienté vers la psychologie du travail, donc la prise en charge des personnes qui sont épuisées. Ouais, tu as voulu, on en reparlera, je pense, à la dernière question, mais tu as voulu cibler au niveau du travail, en fait. Oui, bah c'est parce que ça fait 20 ans que j'évolue dans la sphère professionnelle, en entreprise, et j'ai vu voilà, plein de situations de personnes qui ne sont pas bien à cause du travail. Alors ça peut être pour mille et une raisons, hein. Souvent c'est de la surcharge, c'est des relations toxiques, c'est des situations d'injonctions paradoxales, comme on dit, hein, des ordres, des contre-ordres. Et puis des fois il y a de la perte de sens, la perte de motivation, et puis on finit par douter de soi et de ses compétences. Voilà. Ouais, ça remet une cause personnelle. Alors, la question la plus dure, ce Mhm. serait de donner une définition pour toi du bien-être. Je sais qu'elle est dure parce que c'est très très large. Mm. Et du coup, là, on pourrait cibler professionnellement, du coup. Qu'est-ce que le bien-être au travail? Alors oui, c'est pas évident comme question. Moi, dans mon idée, le bien-être, c'est d'abord un état. Un état qui regroupe plusieurs aspects. C'est un bien-être, donc c'est un état qui concerne à la fois le corps, à la fois le psychique, l'émotionnel, l'énergétique. Donc c'est beaucoup de choses. Mm. Il y a beaucoup d'aspects. Euh, le bien-être au travail, je dirais qu'on le trouve, qu'on le trouve quand on est à sa place. Quand on est à sa place dans ce qu'on fait, dans les actes, dans les missions. Quand on est à sa place, c'est aussi en termes relationnels, avec des personnes qui nous correspondent, qui ont les mêmes valeurs. Euh, voilà, enfin pour moi, je dirais que quelqu'un qui est bien dans son entreprise, c'est quelqu'un qui s'y retrouve, qui se retrouve là où il est puissant, là où il est bon, et qui peut apporter ce qu'il a apporté, ce qu'il a à donner, en satisfaisant finalement ses envies et ses besoins. Ouais, j'adore ce que tu as dit parce que ça c'est très important. Tu l'as dit, qui est à sa place en fait. Oui, Et ça c'est derrière le bien-être, c'est ça en fait. Ça va être la remise en question, enfin peut-être, hein, mais en tout cas de chercher qui on est, ce qu'on est, pour savoir où est notre place en fait. oui, sachant qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, qu'il n'y a pas de place où tout est rose, ça n'existe pas. Par contre, trouver la place où on se sent bien malgré tout ce qu'on peut recevoir de l'extérieur, c'est la place où on se sent solide, la place où on est sûr de nous et qu'elle répond à nos besoins et que on apporte ce qu'on peut apporter au monde finalement dans sa contribution. Enfin, mais évidemment, l'environnement professionnel n'est pas simple et plein de contraintes et plein de choses qui affectent et qui peuvent atteindre l'état de santé, qui peuvent atteindre l'état psychique, enfin voilà, tout quoi. Ouais. Qui peuvent rendre mal, Mm. c'est sûr. C'est oui, certaines entreprises, certains lieux sont nocifs, nuisibles, tout à fait. Ils sont devenus inhumains. Mais bon, après, moi, je suis du côté du monde des bisounours, donc pour moi, tout est possible. Je voudrais pas
Mais c'est vrai qu'il y a, enfin, il y a toujours un petit compromis à faire, je pense. Que ce soit Alors, par exemple des horaires. oui, enfin, tout dépend en fait de comment on reçoit le monde qui nous entoure, hein. C'est ça. Ouais. C'est ça en fait. C'est pour certains, le même environnement le rendra malheureux, et pour d'autres, ça ne sera pas le cas. Donc c'est vraiment aussi propre à chacun de travailler sur la façon dont il reçoit son environnement. Mm. C'est la première chose à faire, parce que malheureusement, enfin, la seule chose sur laquelle on peut agir, c'est sur soi et pas Ouais. sur son environnement. Et puis de toute façon, on aura toujours à croiser des personnes avec qui on ne peut pas avoir des jolies histoires, avec qui ça se passe mal. Non. Et pour une personne, ça sera avec un tel, et pour l'autre personne, ça sera avec une autre personne. Enfin voilà, c'est propre à chacun. Tout à fait. Ouais, ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu donnes en outils en fait, parce que dans les personnes que tu vois et du coup peut-être aussi que tu appliques. Ouais. Ben, la première chose, moi, que je vois avec les personnes que je reçois, souvent elles sont vidées énergétiquement parlant. Donc je travaille sur leur énergie. C'est très important de récupérer suffisamment d'énergie psychique pour commencer à sortir du brouillard, quoi, à avoir une vision un petit peu plus claire de ce qui se passe. Donc pour sortir de ce brouillard, bah, c'est se reconnecter, c'est évidemment se reconnecter à soi et à son corps. Parce que quand le mental a pris le dessus, ça va plus. Donc il n'y a pas 36 000 solutions, hein, c'est repasser par le corps. Le corps, il a des besoins, et on peut l'utiliser pour se reconnecter à soi. C'est reprendre la pleine conscience en fait sur ses sensations, sur ce qu'on vit, sur reprendre le pouvoir finalement sur notre quotidien, sur bah oui, je mange, mais est-ce que je fais attention à ce que je mange? Est-ce que je fais attention aux saveurs dans ma bouche? Est-ce que je prends le temps de manger? C'est toute cette reprise de pouvoir sur soi-même en fait, et parce on s'écoute plus, donc là c'est vraiment, pour moi, la première étape, c'est revenir à soi, quoi, revenir en soi même. Reprendre, voilà, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience, hein, être en pleine conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Reprendre la qualité du moment présent. Parce que le repos, ça sert à rien de s'arrêter longtemps si la qualité du repos est pas là. Ouais. Donc c'est vraiment travailler sur cette qualité-là. Comment je peux avoir une belle qualité de reprise d'énergie, de repos, pour reprendre suffisamment d'énergie. Et tu vois, forcément, ça me ramène à mon histoire de vie passée, on va dire. C'est vrai qu'étant coupée de mon corps, donc ça m'a amené à faire des choses, enfin voilà, passer toute une journée, 7 heures de travail, sans boire, sans manger, sans pause, même pipi. Et tu vois, c'est des choses que je comprends, et encore plus à l'heure actuelle, il faut prendre une pause en soi, qui est juste prendre conscience, là, l'instant présent, comment est notre corps. Et comment alors moi, j'étais infirmière, mais je sais qu'il y a beaucoup, peut-être à l'usine ou des choses comme ça, comment ils pourraient concrètement, là, en étant sous pression, en les faisant alors courir, que ce soit pour de vrai ou pas, mais comment ils pourraient instaurer cette petite pause, un instant T, réussir à se reconnecter à ce corps, tout en sachant, à mon avis, que la reconnexion au corps ne va pas être agréable. Je te défie là. Alors j'ai entendu récemment des techniques un petit peu particulières, hein. Il y a une psychiatre américaine, et ben elle recommande de prendre un bonbon très acidulé. Ouais. Un bonbon hyper acide, et là, pas le choix, on sent les sensations à l'intérieur et ça pique, et alors effectivement, c'est pas super agréable. Bon voilà, il y a des techniques comme ça. Ouais, mais ça peut être le jeu et puis le retour aussi un peu à l'enfance, oui, qui est important, cet enfant intérieur. c'est ça. Il y a plein de choses, mais finalement, il n'y a pas de recette type ou standard. Non. C'est vraiment propre à chacun. Oui. Les recettes type ou standard, celles qu'on entend le plus, c'est passé par la respiration. C'est passé par... voilà, on s'enferme dans les toilettes, et puis on prend le temps de respirer profondément
plusieurs fois de suite, si possible en activant tout ce qui est cohérence cardiaque. Donc il y a un certain rythme. On compte jusqu'à 6 pour inspirer et on recompte jusqu'à 6 pour expirer. Ouais. C'est des techniques comme ça qui sont connues, qui sont basiques, que beaucoup utilisent. Même les artistes avant de monter sur scène, ils ont ce genre de trucs et astuces. Alors moi, ce que je peux conseiller, c'est aussi, mais ça dépend des gens encore une fois, c'est d'aller marcher, souvent faire une petite pause entre midi et 2, d'aller juste marcher un quart d'heure, ne serait-ce que reprendre le contact avec le vent, avec l'air, avec les bruits, les sons autres que ceux dans lesquels on s'est enfermé dans le bureau ou dans les couloirs ou dans l'usine. Voilà, déconnecter, ne serait-ce que au niveau des sensations qu'on reçoit, des stimuli en fait qu'on reçoit de l'environnement. Ça peut être aussi, récemment, j'ai conseillé une patiente, elle me dit mais des fois j'ai envie de crier, quoi. Je dis mais alors à ce moment-là, il faut prendre la voiture parce que la voiture est un espace insonorisé. Donc prenez la voiture 5 minutes, faites le tour du rond-point, hurlez comme vous voulez, ou même pour ceux pour qui ça marche, je sais que le chant est aussi un moyen de travailler sur sa respiration et de se reconnecter à son corps. Quand on chante sur certaines chansons, en tout cas, on est obligé de travailler la respiration en même temps pour les reprises de voix, etc. Et finalement, le chant peut aussi être une bonne alternative pour se reconnecter à soi et sortir ce qu'on a à sortir et se faire du bien. Mais après, chacun ses techniques. Il y en a, alors moi je sais aussi que j'avais une collègue, faisait 15 minutes de mandala à sa pause déj. Ça pose la tête, le mental. Tout à fait. Se concentrer sur un dessin, en fait l'esprit est guidé. L'esprit doit faire attention à pas dépasser, à mettre... il est distrait aussi par le choix des couleurs. L'idée c'est de se faire plaisir aussi pendant ce moment-là. Donc voilà. Et puis le truc un peu sympa, c'est aussi d'appeler une amie ou un ami. Il y a des personnes comme ça, des personnes ressources dans notre environnement. On sait que si on les appelle, on va avoir 5 minutes sympas. Ouais. Donc des fois, vraiment, quand on a vraiment besoin d'aller mieux d'un coup, ça peut être juste ça. Et puis s'ils répondent pas, c'est pas grave. Un petit SMS, juste de penser à eux, ça déconnecte, ça fait du bien. Ouais, c'est la question des millions, là. Appelle un ami. Mais je valide, comme dit, ou que ce soit un petit message, un petit un partage d'émoticônes rigolos. Exactement, ça fait du bien. Ouais, tout à fait. C'est se relier à cette personne-là pour un moment, qu'elle soit physiquement au téléphone, avec nous ou pas, peu importe en fait. Ouais. C'est pas évident, je trouve, au travail, le bien-être au travail, c'est quand même pas évident parce que ça a aussi un impact beaucoup personnel. Alors, j'ai oublié de dire aussi que ce qui est bien, c'est aussi de faire des étirements. Quand on se reconnecte à son corps, c'est aussi écouter les signaux qu'il nous envoie. Et puis, des fois, on ne se rend même pas compte qu'on a mal quelque part. Et puis, on ne prend même pas la peine de s'étirer. S'étirer les bras vers le haut, de faire 2-3 exercices basiques. Il y en a pour 2 minutes. Mais déjà, on entend. Quand on prend le temps, on sent son corps qui craque et qui dit « Ah, merci, merci de me remettre un peu droit. » Ça va faire circuler les énergies et tout ça. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et puis ça fait partie des exercices, comme on dit, de pleine conscience, en fait, où on se concentre sur l'instant présent. Et du coup, sans peut-être aller trop loin, mais toi, personnellement, lesquels tu utilises ? Parce que forcément, je trouve que... Alors, je sais qu'il y en a plusieurs. Alors, oui. Mais... Moi, un peu tout. Moi, je sais que... Alors, c'est plus facile quand on est en télétravail. Moi, je suis sur des postes, forcément, c'est administratif. Donc, j'ai la chance de pouvoir faire du télétravail. Mais moi, j'aime beaucoup faire des pauses méditation. Alors, c'est pas la peine qu'elle soit trop longue. Mais c'est vrai que... personnellement, je trouve ça même plus bénéfique qu'une sieste. Ça me revigore, quoi. J'ai jamais réussi à faire de sieste, d'ailleurs. Il faudrait que j'apprenne à faire des micro-siestes. Mais ça, c'est un challenge que j'ai encore jamais réussi. Cela étant, ça peut être aidant pour ceux qui y arrivent. Les chapeaux, je les félicite. Mais c'est vrai qu'écouter une méditation, ça fait du bien. Moi, ça me repose l'esprit, ça guide. Alors, une méditation guidée, en ce qui me concerne. Les méditations sans voix qui
qui capte mon mental, mon esprit, je pars dans mes pensées, ça y est, je repars sur mes problématiques de travail, j'y arrive pas. Surtout quand Donc, on est au travail. Ouais. Tout à fait. Donc il me faut un guide, il faut que je suive une voie. Ouais. Mais ça peut vraiment me faire du bien. Moi, j'aime beaucoup marcher, faire des pauses, surtout sur la pause du midi. Je vais très très souvent marcher, c'est important pour moi. Mais voilà, mais tout ce que j'ai dit, je l'utilise régulièrement. Voilà. Mais je trouve, après, la question que je me dis, marcher, moi forcément, c'est la connexion à la nature. Ouais. Mais c'est vrai que si tu n'as aucune nature, même pas un arbre autour de toi, ça peut... Toutefois, c'est vrai que, je sais plus si on l'avait évoqué au précédent interview, mais comme on dit, des fois, c'est même si on n'est pas fumeur, et ben on descend avec les fumeurs juste pour en fait être dehors. Ouais, tout à fait. Et généralement, les fumeurs ne parlent pas du travail à ce moment-là. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Ils parlent de toute autre chose et ça permet vraiment un petit moment d'échappement et ça fait du bien, c'est vrai. Ouais, complètement. Moi, je suis pas fumeuse non plus, mais effectivement, j'accompagne mes collègues. Je prends un petit verre d'eau avec. Oui, on n'y pense pas forcément souvent. Enfin, c'est pas bien. J'y pense pas suffisamment, je pense, mais c'est important de boire son litre d'eau, quoi. Oui. Voilà. L'hydratation. C'est un autre sujet que j'aborderai peut-être vraiment à la fin de l'interview, le bien-être alimentaire. C'est un autre... C'est clair. C'est mon point faible. Bon, bref. Et du coup, on va quand même un peu amener à parler de toi parce que qu'est-ce qui t'a amené en fait à vouloir aider, si je peux me permettre d'aider ou accompagner. Justement, on reste dans l'étiquette bien-être, même si c'est psychologue. Ces personnes, du coup, dans le travail, en fait. Même si je sais, tu es ouverte, quelqu'un viendrait te voir pour un autre problème, tu l'accueilles, bien sûr. Oui, tout à fait. En fait, on n'est pas cloisonné. Quand il y a une problématique qui s'exprime au travail, elle aurait très bien pu s'exprimer aussi en termes personnels, dans la sphère personnelle ou dans la sphère familiale. Ouais. Et même si les gens viennent me voir pour des problématiques au travail, 9 fois sur 10, on parle de toutes les autres sphères. Ouais. Et puis on parle d'un fonctionnement général, on ne parle pas d'un lieu où le fonctionnement s'exprime. Finalement, on est sur un autre endroit, entre guillemets, on est sur le fonctionnement psychique, donc il n'a pas de localisation géographique ou de... Non, pas du tout. Alors, répète-moi la question, c'est comment j'en suis venue là à vouloir aider. Aider surtout, moi j'aime bien te présenter comme psychologue du travail parce qu'il y a ce côté pour aider au travail. Et moi c'est ma formation de base, de psychologie du travail, et je crois que si j'y suis allée, c'est parce que... j'ai vu mes parents rendus très mal à cause de leur travail, et je pense que là c'est la psy qui va parler. Souvent les enfants réparent les histoires des parents. Ouais. Donc je suis en plein dedans personnellement. J'ai vu mes parents tomber en burn-out, ma mère immobilisée dans un lit pendant 1 an dans le noir à cause du travail. J'ai vu mon père pleurer et être en dépression à cause du travail. Et Dieu sait si la génération à laquelle il appartient, c'est pas courant de voir un homme pleurer, le patriarche. Donc je les ai vus au plus bas, au plus mal. Et je me suis dit, mais il faut faire quelque chose, quoi. Il faut faire quelque chose, c'est pas possible. On passe énormément de temps au travail dans notre vie. Il faut faire en sorte que ça se passe au mieux possible. Voilà. Donc j'ai voulu agir par rapport à ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter, moi, comme contribution ? Et puis, alors c'est pas évident, honnêtement, pour rentrer dans les entreprises et accompagner le bien-être au quotidien, surtout quand on vient de la fac de psycho, parce que là où on peut rentrer, c'est dans les services ressources humaines. Sauf que, hélas, dans les services ressources humaines, en tout cas à mon époque, en 2004, quand j'ai démarré, on faisait plutôt rentrer dans ces services-là des personnes qui venaient d'écoles de commerce, de cursus spécifiques, en faculté dédiée aux ressources humaines ou des BTS gestion RH, etc. Donc non, la psycho du travail, j'ai dû un peu faire des pieds et des mains pour arriver dans l'entreprise avec ce bagage-là. Pour autant... Je trouve que c'était quelque chose qui n'était pas pris en compte. Théoriquement,
En 2004, pas c'est du mieux. tout. Voilà. C'était autant ça se voyait dans certains pays, Oui. déjà. Ça, oui. À la limite, en France, on pouvait le voir dans des entreprises suffisamment importantes pour qu'ils puissent dégager un poste, consacrer un poste à ça. Mm. Mais concrètement, Non. voilà, dans 80% des cas, non, il n'y avait pas de poste psychologue du travail dans les entreprises, quoi. Non, Donc, non. il faut passer par l'entrée ressources humaines. Mm. Et j'y ai évolué pendant 18 ans et ça a juste conforté ma vocation première. Quand on reçoit les salariés, voilà, quand on les reçoit quand ça va pas, parce que forcément quand on arrive dans l'entreprise, c'est pas parce qu'on passe la porte de l'entreprise que nos problèmes restent à la porte, Non. pas du tout. Au contraire. Et d'une, déjà on peut en apporter, voilà, qui viennent d'autres sphères, et de deux, ouais, il y a des problèmes qui arrivent au niveau du travail, évidemment. On voit le monde dans lequel on est, qui en demande toujours plus, avec moins d'effectifs, avec moins de moyens, et là ça fait des dégâts. Donc il faut... moi je voulais contribuer à ça, je voulais essayer de trouver des moyens à ce que les gens puissent vivre au mieux possible leur carrière. Donc je les ai accompagnés, et je les accompagne encore aujourd'hui. Donc ouais, c'est important pour moi. Et puis c'est vrai que le Covid moi, finalement, m'a décidé à avoir une action en dehors de mon entreprise. Quand j'ai vu les dégâts qu'avait fait cette période-là de confinement, je me suis dit, mais non, il faut que j'ouvre aussi mon cabinet à côté parce que ça va, parce que j'ai envie d'aider au maximum, quoi. J'ai envie d'élargir mon champ d'action. Oui, je peux agir dans mon entreprise, mais j'ai envie d'agir au-delà. Ouais. Dans mon entourage, je voyais les gens qui étaient de plus en plus mal. Enfin, en tout cas, et puis c'est vrai que moi, mon entourage, sachant que j'étais psychologue du travail, n'arrêtait pas de me renvoyer aussi. Mais Bénédicte, il y a du boulot, mets-toi à ton compte. Les gens ont besoin d'aide, tu peux les aider. C'est vrai. Bon, il fallait pas m'en dire un mot de plus. Hein. C'est clair que si on me dit ça. Et oui, parce que bon, on n'a pas évoqué aussi je dirais ton approche, ta façon de faire, parce que pour moi, pour avoir vu aussi personnellement des psychologues dans ma vie, moi je suis fan de ta façon de faire. Merci. De ta personnalité aussi, et ça c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le sens, d'autres entreprises pouvaient y avoir hypothétiquement des psychologues, mais il y a quand même une difficulté des fois d'aller voir la psychologue de son entreprise. Ouais. Et c'est pour ça que, heureusement que oui, tu ouvres Mais les portes. De manière générale, c'est très très compliqué encore d'aller voir un psychologue. Il y a tellement d'idées reçues. Moi, je vais essayer, là, avec les moyens que j'ai, de pouvoir informer au plus possible de ce qui se passe dans un cabinet avec un psychologue. C'est important. Ouais. Faut faire tomber les barrières. Et puis, non, les gens ne sont pas fous s'ils vont voir un psychologue, pas du tout. Les gens ont juste besoin d'un tiers, d'une personne qui les guide, qui les accompagne pendant un certain temps pour comprendre ce qui se passe, trouver d'où viennent les blocages ou les dysfonctionnements psychiques, et puis après trouver comment continuer le chemin au mieux possible. Souvent quand on explore d'où viennent les blocages, les peurs, les doutes, voilà, les problématiques, rien que d'explorer, ça fait déjà du bien de comprendre pourquoi on en est là. Et déjà c'est 50% du chemin, et après moi j'aime bien outiller en disant bon voilà, maintenant qu'on a vu où était un peu le truc, quoi, le souci, qu'est-ce qu'on fait avec ça, il y a peut-être des choses à garder, des choses à plus garder. Voilà, c'est une sorte de renégociation avec soi-même aussi. Souvent, quand on a vécu des choses, ce que j'aime bien, c'est de mettre en avant ce qu'on a réussi à mettre en œuvre pour traverser ces épreuves-là. On a forcément développé des compétences, on a résisté, on est là. Donc ça veut dire qu'il y a des capacités qui ont été développées, et il faut ouvrir les yeux sur ça, sur le positif. Toute épreuve sert et nous fait grandir. Moi, ce que j'aime bien comme tu dis, parce que souvent j'ai de souvenirs il y a très loin, il y avait des gens, ils disaient oui, je préfère parler à un ami ou ils vont prendre un membre de leur famille, et non, enfin je trouve que parlant de toi, tu es objectif, en fait, tu es extérieur à tout ça, et parce que l'ami ou la personne de la famille n'est pas neutre, en fait. C'est donc, compliqué, on n'est pas neutre, on ne peut pas forcément tout dire. C'est ça.
Voilà, et puis c'est et projection de peur, c'est or que voilà. Ouais, c'est ça. Puis on n'a pas un regard neutre. Enfin, on n'a pas l'œil neuf, quoi. J'ai envie Non. de dire. Moi, j'ai la distance, j'ai le recul. Mm. Je mets cette posture-là au service de la personne, Ouais. en essayant de lui donner de chausser d'autres lunettes pour voir ce qu'il traverse. Ouais. Euh, Mm. Et ça c'est chouette. Souvent, les gens me disent ah bah oui, mais j'avais pas vu ça comme ça. Ouais, Ah bah oui, je pensais que c'était moi le problème. Mais non, pas du tout en fait. Mm. Les gens qui arrivent vers moi ont internalisé beaucoup de choses et ils se rendent responsables de beaucoup de problèmes et puis ils se mettent des étiquettes sur le front. C'est terrible quoi. Donc moi, mon but, mon job avec eux, c'est d'aller explorer. Mais attendez, l'étiquette là qui est sur votre front. Vous êtes sûr que c'est la bonne, enfin qu'elle est bien cette étiquette sur votre front, c'est bien vous dont on parle ou en fait c'est quelqu'un qui a décidé de vous la poser. Est-ce que vous êtes ok avec ça? Est-ce qu'on la retire? Est-ce qu'on en garde parce que finalement dans cette étiquette il y a quand même du positif? Moi il y a des gens souvent ils me disent ouais bah non mais moi je suis timide. Mais comment ça vous êtes timide? Qui c'est qui l'a dit? C'est quoi votre histoire avec la timidité? Qui vous a dit d'abord que vous étiez timide? Comment c'est arrivé dans votre tête quoi, ou sur votre front? Et là bah, quand on remonte c'est les profs à l'école et si c'est ce que c'était sur mes bulletins scolaires, bah, mes parents ils ont toujours dit ça. Bah, ok d'accord, mais ça c'est l'histoire qu'on a essayé de vous coller dessus, mais vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous vous jugiez timide ou... Puis souvent les gens ils me disent bah non en fait c'est vrai que j'aimais bien observer. Bah, je dis ok bah c'est que du coup vous étiez observateur, observatrice et ça c'est une belle qualité quoi, ça sert aujourd'hui beaucoup dans le monde du travail etc. Enfin voilà, donc c'est pour dire un petit peu le chemin que je fais avec les gens. Et je les libère un petit peu des histoires qu'ils ont internalisées, des étiquettes qui les pèsent. Et on fait un peu le ménage, quoi. Ouais. Donc, ouais. En plus, on est au moment du printemps, donc c'est parfait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais dans ce que je finirais un peu, tu les amènes à prendre leur place, en fait, qu'ils la choisissent, en fait. Ouais, qu'ils choisissent d'être qui ils sont, qui ils veulent être. Ouais. Après, moi, j'agis que sur un niveau. Hein. Je pense que quand tu parlais de mon approche que tu aimes bien, je pense que c'est aussi parce que je fais beaucoup de liens avec l'énergie, avec l'émotion, avec le corps. Moi, je prends les gens, je les cloisonne pas au mental, quoi. Oui. Je sais que j'agis en lien avec le mental parce que je suis dans la verbalisation, etc. Mais c'est vrai que j'aime bien aller sur les approches dont je me sers, c'est des approches un petit peu émotionnelles. Je vais utiliser des outils un petit peu qui vont faire illusion au mental. Hein. Je vais utiliser, moi, mes schtroumpfs, mes cartes de photolangage. Le mental, il est toujours un peu surpris. Et puis du coup, ça m'aide à aller sur un autre niveau, à aller sur le niveau vraiment émotionnel. Mais je sais que je suis que partielle dans mon accompagnement et j'aime bien travailler de façon pluridisciplinaire. Je trouve que c'est super complémentaire quand les gens, en plus de faire un suivi psy, ils vont sur des approches émotionnelles, énergétiques et corporelles qui vont leur parler. Je ne vais pas obliger les gens à aller voir une énergéticienne, non, mais je vais leur dire, écoutez, pour traiter cette émotion-là ou ce blocage-là, pour moi, il faut aller sur tel niveau émotion, niveau énergétique. Comment vous souhaitez y aller? Est-ce que vous souhaitez y aller avec des professions comme des thérapeutes en shiatsu? Après, on voit ensemble tout ce qui existe. Et puis, c'est eux qui me disent, en fonction de ce qu'ils ressentent, ce qui les appelle le plus. Ouais. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est bien que tu précises ça. On ne peut pas dissocier corps, mental et tout. Et c'est vrai que je repensais à l'ostéo. Il va falloir que tu me redises son nom de famille. C'est Laure. Oui, Laure Viffray, pour avoir été en plus la voir récemment. Et c'est vrai que parce que la mémoire, elle est aussi dans le corps physique. Et des fois, il faut aborder par le corps physique pour après revenir dans les émotions. Et c'est un jeu indissociable. Et même des fois, avant de penser à un psychologue, pourquoi pas aller voir un ostéo. À chacun son chemin en fait. Hein. Oui, c'est vraiment. Moi, je trouve que tout est complémentaire. Quand on décide de s'occuper de soi justement pour aller vers le bien-être, je pense qu'il y a plein d'aspects à considérer. Et il faut choisir celui en premier avec lequel on est le plus à l'aise. Voilà, le pas le plus facile à franchir. Ouais, c'est vrai. Allez, on va dire que c'est le mot de la fin. On va
Je ne vais pas faire trop long, on pourrait en parler longtemps. En Oui. tout cas, je te remercie beaucoup, Bénédicte. Merci à toi, que Sarah. ça aura aidé certaines personnes à voir autrement, justement. J'espère, ouais. Et voilà, le temps d'une rencontre est terminé. Merci à Bénédicte Dion que vous pourrez retrouver sur cette Terre 21. Et si vous cherchez votre bien-être, trouvez votre place. Grande question de développement personnel. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt en toute sérénité.